Bonjour à tous, ou plutôt bonjour pour ceux qui sont connectés là depuis le début de ces webinaires, de ce webinaire. Donc on va entamer un nouvel atelier consacré cette fois à l'apprentissage dans le BTP. Donc évidemment, l'apprentissage c'est un sujet crucial pour nos entreprises. Il y a une longue tradition d'accueil des apprentis dans le secteur du bâtiment et des travaux publics depuis très longtemps. On a d'ailleurs coutume de dire que l'apprentissage existe dans nos secteurs depuis le Moyen-Âge, ce qui est une réalité. Et les entreprises du BTP continuent encore aujourd'hui à accueillir plus de 80 000 apprentis chaque année. Donc on est sur quelque chose qui est évidemment structurant. Et donc c'est un sujet que l'Observatoire des métiers du BTP a pris à bras le corps cette année en menant une étude sur le devenir des apprentis pour voir quels étaient les parcours de nos apprentis. Donc pour animer cet atelier de 45 minutes sur le sujet de l'apprentissage, 4 intervenants avec nous dans cette table ronde. Donc tout d'abord, Guillaume Laroche, donc vous êtes le consultant de Solea qui a mené cette étude sur le devenir des apprentis. Donc vous pouvez nous dire en quelques mots le périmètre, les actions sur lesquelles intervient le cabinet Solea. Oui, bonjour à tous, donc Guillaume Laroche. Solea, nous, on est un petit cabinet, on est une dizaine de consultants, et on est spécialisé dans la réalisation d'études et d'évaluation dans le champ des politiques de formation professionnelle, d'emploi, d'apprentissage et d'insertion. Dans le cadre de cette étude, on a été par ailleurs accompagné par un cabinet partenaire qui s'appelle CODA, qui est un bureau d'études avec une plateforme d'appel téléphonique. Donc on était deux, Solea et CODA, pour accompagner l'Observatoire dans la réalisation de cette étude auprès des apprentis sortis de formation en 2020. Merci. On accueille également Tristan Arnaud. Donc vous, Tristan, vous êtes le directeur de CFA TP en Bretagne. Pouvez nous en dire un peu plus sur ce CFA ? Oui, bonjour à tous. Donc, le CFA TP Bretagne est situé à Pleurenel, une commune entre Vannes et Rennes. Un CFA qui a été créé en 2002, donc une vingtaine d'années, et qui accueille aujourd'hui 350 apprentis du CAP, donc 3 CAP, un titre professionnel, un bac pro et un BTS. Taban Tarose, bonjour. Alors, vous êtes la directrice de BTP CFA de Beaumardèche. Alors là, je vous pose la même question qu'à Tristan Arnaud. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur ce CFA ? Oui, bien sûr. Donc bonjour à toutes et tous. Et d'abord, je dirais que je suis ravie d'intervenir dans cet atelier consacré à l'apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics, puisqu'en tant que directrice de BTP-CFA de Beaumardèche, donc un des établissements du réseau Auvergne-Rhône-Alpes, on touche vraiment à notre raison d'être, à l'ADN de nos établissements. Et donc sur Beaumardèche, on forme actuellement 975 apprentis à différents métiers du bâtiment et des travaux publics. On est un des plus gros pôles au niveau du TP sur Aura. Et sur Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plus de 8000 apprentis qui sont répartis au travers de nos 11 établissements. Donc, sur Beaumardèche, concernant nos 975 apprentis, on a environ, pour vous donner un ordre d'idée de nos métiers, 186 apprentis dans le gros œuvre, 240 dans les fluides, à peu près la même chose en finition, et plus de 315 en TP de mémoire. Et on a également des formations continues dans l'année, ainsi que des dispositifs comme prépa-apprentissage, sachant que du coup, ce chiffre passe à plus de 1000 apprenants quand on rajoute justement tout ce qui est formation continue. Et donc, on a eu une belle augmentation, c'est plus de 10% d'augmentation cette année au niveau des effectifs, répartis donc sur des diplômes qui vont du CAP au BTS. Voilà, grossièrement. Et donc, on reste dans la Drôme, puisque on accueille également Maurice Durand. Donc, vous, monsieur, vous êtes chef d'entreprise. Vous avez créé une entreprise dans le domaine de la plâtrerie et de l'isolation. Donc, là aussi, même question. Vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de votre entreprise et puis du recours que vous avez, vous m'avez dit déjà depuis un certain nombre d'années, aux apprentis pour les former à vos métiers. Bonjour, oui, Maurice Durand, donc je suis président d'une SAS. Je vais avoir 72 ans le 11 janvier, donc je suis retraité, mais en activité. Je suis en négociation de reprise d'entreprise. Mais donc, j'ai créé l'entreprise en 1974 en tant que menuisier plaquiste. À l'époque, le métier n'existait pas. Donc, nous avons formé jusqu'en 90 la plupart de nos salariés. Et un nombre assez important. Et ensuite, nous avons collaboré avec le CFA ou l'AFPA. Et donc, nous avons régulièrement embauché des jeunes. Et ensuite, nous avons essayé de les fidéliser avec certaines difficultés. Voilà.
On y reviendra tout à l'heure. En tout cas, merci à tous les quatre d'être présents. Donc, juste pour vous annoncer rapidement le programme avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, on va aborder ce sujet en 4 temps, hein. Tout d'abord, on va rapidement, avec Guillaume Laroche, parler de la genèse de cette étude, de la méthodologie qu'on a employée. Donc, c'est vrai qu'on est dans le monde des études, on aime bien rappeler la méthode, les échantillons. Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant, mais c'est quand même important de le rappeler pour qu'on comprenne bien d'où on se positionne. Ensuite, on va parler du profil des répondants pour essayer de tirer un peu le portrait robot des apprentis du BTP. Et dans un troisième temps, on entrera là plus dans le cœur de l'étude, hein, dans le vif du sujet, sur le devenir. Ces apprentis du BTP sortis en 2020, qu'est-ce qu'ils étaient devenus 1 an après la sortie du contrat et 2 ans après? Est-ce qu'ils étaient toujours en emploi? Est-ce qu'ils étaient dans le BTP ou dans un autre secteur? Est-ce qu'ils étaient en poursuite d'études ou dans une autre situation? C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et puis, le dernier point portera sur l'insertion dans l'entreprise, hein, cette dernière phase d'entrée dans l'entreprise et de motivation à entrer, mais aussi à sortir du BTP. Il nous a semblé quand même important de dire un mot de ce sujet-là pour bien comprendre quelles sont les motivations des uns et des autres. Alors, pour commencer, avant de donner la parole à Guillaume, vous le savez, là, dans cet atelier, dans cette webconférence, on aime bien vous poser des questions, faire des petits quiz. Et donc, on a un premier quiz à vous proposer. La question qu'on va vous poser, c'est quelle est selon vous la première motivation des apprentis pour entrer dans le BTP? Donc on leur a posé la question, il y a plusieurs items qui ont été proposés, et à chaque fois on leur a dit de mettre en priorité quelle a été la motivation première. Et donc on voudrait savoir, selon vous, quelle a été la motivation qui a été le plus souvent, le plus couramment citée par les répondants. Alors est-ce que c'est, petit 1, l'entrée rapide dans la vie active? Est-ce que c'est, petit 2, l'intérêt pour les activités et les missions du métier voilà, suivi dans le BTP? Est-ce que c'est l'envie de travailler dans le même secteur que ses parents? Ou est-ce que c'est, quatrième possibilité de réponse, une opportunité pour évoluer professionnellement? Donc voilà, on va vous laisser le temps de répondre à ces différentes questions et on verra là dans quelques minutes la réponse avec Guillaume. Alors du coup, pour entrer sur le déroulement de l'étude, Guillaume, tout d'abord, est-ce que vous pouvez simplement nous rappeler quels étaient les objectifs et la méthodologie qu'on a utilisée pour faire cette étude, s'il vous plaît? Oui, tout à fait, avec plaisir. Alors, tout d'abord, au niveau des objectifs qui étaient confiés à cette mission par l'Observatoire du BTP, on est alors, sur une mission par ailleurs lancée en 2023 avec le gros des travaux qui ont été réalisés sur la période de mars-avril. Et l'objectif qui nous était confié, pour le dire de façon très synthétique, c'était d'étudier le devenir des apprentis qui sont sortis de formation en 2020. Génération assez particulière, hein, faut le rappeler, ce sont des apprentis qui ont connu par exemple le confinement lié à l'épidémie de Covid au cours de leur formation et aussi dans les premiers mois qui ont suivi la fin de leur formation. On est aussi sur des apprentis qui ont été formés à une époque où marquée par un fort développement de l'apprentissage. Vous l'avez rappelé, Hervé, dans le BTP, c'est une tradition, l'apprentissage, mais on a quand même observé depuis 2020 un développement quantitatif assez important, même au niveau de ce secteur. Et donc, étudier leur devenir, en réalité, avoir 3 objectifs principaux dans cette étude-là. Tout d'abord, étudier les effets de l'apprentissage sur les trajectoires professionnelles, voir si ces apprentis s'insèrent en emploi ou non, dans quelle mesure, et est-ce qu'ils restent dans le secteur, en sachant que le choix qui a été fait, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur les apprentis qui sortaient vers l'emploi, mais on a également regardé le parcours, entre guillemets, de poursuite de formation pour les apprentis qui ont justement fait ce choix en 2020 de poursuivre leur formation. Le deuxième objectif, c'était, au-delà de regarder les effets, les trajectoires et les parcours de formation, regarder dans ces parcours-là la concordance entre les formations et les emplois occupés. Est-ce qu'on a un lien entre les deux ou au contraire, est-ce que les apprentis occupent au final des emplois qui ne sont pas vraiment en lien avec les formations qu'ils ont suivies? C'est un aspect qu'on a essayé d'étudier. Et finalement, on a également regardé, d'un point de vue plus qualitatif, les motivations de ces apprentis à se maintenir dans le secteur du BTP, alors à s'y maintenir ou à défaut de le quitter, mais en tous les cas de voir quelle était un peu l'appréhension de ces apprentis vis-à-vis de ce secteur.
Pour ce faire, la méthode qu'on a déployée, c'est une méthode globalement assez classique. En réalité, le gros des travaux, ça a été une enquête menée par mail et par téléphone auprès d'un échantillon représentatif d'apprentis dont la formation s'est achevée en 2020. Au total, on a reçu les contributions de 1011 apprentis. Il y en a 837 qui ont fait leur apprentissage dans une entreprise du bâtiment et 174 dans une entreprise des travaux publics. Et par la suite, les résultats ont été redressés afin de garantir la représentativité des réponses, en sachant que sur cette méthode, par mail et par téléphone, on a eu à peu près 50% des contributions qui nous viennent du mail et 50% qui nous viennent du téléphone. Et alors, quel est le profil de ces apprentis? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur ces apprentis du BTP? Oui, alors sur les 1000 apprentis qu'on a rencontrés, tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a à peu près 10% d'apprentis avec un E sur l'ensemble des répondants. 9% des apprentis qui ont fait leur apprentissage dans une entreprise du bâtiment sont des femmes et 17% des apprentis des travaux publics sont des femmes. On est sur une population qui par ailleurs est plutôt jeune, vu qu'on a à peu près 60% des apprentis qui, à la sortie de leur formation, avaient moins de 20 ans. On est également, il faut le noter, sur des apprentis qui qui suivaient des formations de niveau bac ou infra-bac majoritairement. En réalité, sur le niveau du diplôme de formation suivi, on observe une vraie distinction entre les apprentis du bâtiment et des travaux publics, vu qu'on a 85% des apprentis du bâtiment qui suivaient une formation de niveau infra-bac, niveau 3 ou de niveau bac, niveau 4. Et inversement, on a à peu près 60% des apprentis des travaux publics, 57% pour être précis, qui eux suivaient une formation qui était de niveau supra-bac, donc niveau bac plus 2 ou supérieur, BTS, etc. Donc là, on a une vraie différence qu'on retrouve également, pour le dire, dans les entreprises d'accueil. Tendanciellement, les apprentis du bâtiment étaient dans des entreprises plus petites. On a par exemple 89% des apprentis du bâtiment qui étaient dans des entreprises de moins de 50 salariés, et parmi ceux-là, on en a 67% qui étaient dans des entreprises de moins de 11 salariés, donc globalement vraiment sur des petites entreprises, tandis que 74% des apprentis des travaux publics étaient dans des entreprises de plus de 50 salariés. Donc là, ce sont les principaux, on va dire, points de différence entre le bâtiment et le travaux publics, les entreprises et les formations suivies. Également, un point qui nous semblait finalement assez important à souligner dans le profil de ces apprentis, c'est leur connaissance a priori du secteur, et on se rend compte qu'on a 39% des apprentis qui ont un parent qui soit travaille, soit a travaillé dans le secteur. C'est assez intéressant, on y reviendra juste après sur les motivations et sur l'attachement des apprentis au secteur dans plus de détails, mais déjà a priori dans leur profil, on se rend compte qu'il y avait déjà une connaissance par la famille du BTP, vu qu'on a à peu près 40% qui avaient un parent qui était déjà dans le secteur, on va dire. Et donc, vous aviez posé la question aux apprentis interrogés de leur motivation à entrer dans le BTP. Donc, c'est là où on va pouvoir regarder par rapport aux réponses que vous avez apportées à notre question et comparer avec les résultats de l'étude. Donc là, parmi les participants, vous êtes quasiment 60% à avoir répondu que la première motivation, c'est l'entrée rapide dans la vie active, et pour environ un peu moins de 30%, que c'était l'intérêt pour les activités et les missions qui étaient le facteur principal. Donc, Guillaume, quels sont les résultats alors quelles ont été les réponses apportées à cette question? Alors effectivement, aux apprentis, on leur a posé la question qu'est-ce qui vous a motivé à vous orienter vers le BTP? Et a priori, la bonne réponse, en tous les cas, la réponse la plus fréquemment citée, c'est l'intérêt pour l'activité et les missions. Ça, c'est la raison principale qui a été citée, quelle que soit la branche, et qui a été citée par un peu plus de la moitié, 51% des apprentis qu'on a rencontrés. Et a priori, c'est vraiment la raison la principale qui nous est donnée. Et par ailleurs, on a
posé cette question également après chaque étape, à 1 an, quelle était la motivation principale qui explique le fait que vous soyez resté, également à 2 ans, et à chaque fois, ce qui revient, c'est cet intérêt pour l'activité et l'émission qui est toujours la raison principale fournie par les apprentis pour expliquer leur orientation vers et le fait de rester dans le secteur du BTP. Et pour illustrer cet attachement, il y avait aussi la question suivante qu'on va voir sur votre diapo suivante. C'était là, à l'issue de l'apprentissage, combien des répondants souhaitaient rester dans la construction, dans le secteur du bâtiment ou des travaux publics à l'issue de leur alternance. Et là aussi, les résultats sont quand même assez frappants. Tout à fait, effectivement, puisque là, à cette question, dans quelle mesure est-ce que vous étiez attaché au BTP, on a à peu près un peu plus même de 3/4 des apprentis qui nous dit que c'est un secteur dans lequel ils voulaient rester. Donc on est a priori sur une population qui est très attachée à ce secteur-là et qui souhaite y rester à court, moyen, voire à long terme. En réalité, sur cette question-là, c'est à mettre en lien avec la typologie qui avait été construite par l'Observatoire du BTP dans le cadre d'une étude sur les primo-entrants dans le secteur, où il y avait une typologie qui avait été établie, notamment en comparant la volonté des personnes de rester dans le BTP et le choix, enfin dans quelle mesure c'était un choix pour eux de s'orienter vers le BTP. On a repris cette typologie et je crois que le titre dit tout, puisqu'en réalité, en calquant cette typologie sur nos apprentis, on a à peu près 70% d'apprentis qu'on a rencontrés qui sont du type, entre guillemets, déterminé, autrement dit des apprentis qui ont fait un choix vraiment fort, enfin qui avaient vraiment très envie de s'orienter vers le BTP et qui par ailleurs ont vraiment une volonté forte d'y rester et ils sont très attachés à court, moyen, voire à long terme. Donc effectivement, un attachement qui est très fort. Oui. Donc ça permet peut-être d'une certaine manière de tordre le cou à certains a priori qu'on peut avoir sur des choix par défaut, des orientations par défaut. Non, là, ce que nous disent les répondants, c'est un choix raisonné, une volonté d'aller vers ces métiers. Alors, pour réagir sur ces chiffres-là, Tristan Arnaud, vous nous disiez tout à l'heure, vous accueillez 350 apprentis sur les métiers des TP en Bretagne chaque année. C'est un chiffre dont vous nous disiez qui était en constante augmentation ces dernières années. Alors, selon vous, c'est quoi la motivation des jeunes à venir faire leur apprentissage dans les travaux publics? Et est-ce que les résultats vous parlent? Est-ce que ça fait écho à ce que vous vivez sur votre territoire? Oui, tout à fait. Donc, ce que je peux dire, moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est passion, hein, puisque c'est ce qu'on retrouve dans la majorité des lettres de motivation des jeunes. Comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, la majorité de nos candidats ont soit un membre de leur famille, soit des amis dans les travaux publics. Donc, ils connaissent déjà les métiers, s'arrêtent régulièrement voir les chantiers, discuter avec les ouvriers. Et puis, quel petit garçon n'a pas joué avec les engins de travaux publics? Donc, ça reste aussi pour une bonne partie des candidats le rêve de gosse. Voilà. Et donc, ils viennent régulièrement nous voir avec l'objectif d'être conducteurs d'engins. Ça, c'est le produit d'appel. Mais ensuite, on les oriente vers les autres métiers des travaux publics, bien évidemment. Mais ça reste avant tout un métier de passion pour la majorité de nos jeunes. Et comment est-ce que vous rentrez en contact avec les jeunes? Vous disiez que voilà, vous avez une stratégie de communication auprès des jeunes qui est assez spécifique, notamment en mobilisant les réseaux sociaux. Oui, alors principalement les réseaux sociaux depuis de nombreuses années. Voilà, un peu comme tout le monde, Facebook, Twitter, Instagram, et puis des actions aussi régulières qui sont menées par la Fédération des travaux publics. On en a mené une à Rennes et une à Brest, qui s'appelait Cap sur les TP, et l'idée donc présenter à la population, donc avec entrée libre et au public les différents métiers des travaux publics. Donc, il y avait des apprentis qui faisaient des démonstrations, mais également des entreprises, voilà, qui venaient discuter des métiers et discuter donc avec. Donc, il y avait des jeunes, mais aussi des gens en reconversion professionnelle. Donc, la Bretagne est très active de ce point de vue-là pour faire connaître nos métiers qui ont parfois une attractivité qui est un peu faible, des métiers qui sont mal connus. Et notre objectif aussi, mais on en parlera un peu plus tard, c'est la féminisation de ces métiers des travaux publics où on a une majorité de garçons. Et on a eu beaucoup de mal à attirer, contrairement dans le bâtiment, dans certains métiers, un nombre important de femmes. Tout à fait. C'est d'ailleurs le sujet de l'autre atelier qui se déroule en ce moment même dans ce webinaire. Samantha Rose, donc vous êtes directrice d'un BTP CFA, donc vous avez des spécialités sur à la fois le bâtiment et les travaux publics, 1000 apprentis accueillis chaque année. Là aussi, il y a beaucoup d'actions à faire sur le terrain pour faire venir les jeunes vers vos filières.
Oui, tout à fait. Et effectivement, à date, on privilégie l'action terrain. Et dans ces actions terrain, on a tendance à différencier à l'extérieur de l'établissement et à l'intérieur. Si je vous précise en quelques mots, à l'extérieur de l'établissement, on est très présent sur tout ce qui est salon et forum. Pour vous donner un ordre d'idée, que ce soit nos conseillères emploi-formation, donc c'est les personnes qui s'occupent du recrutement et de la promotion de l'établissement, ou nos formateurs, généralement c'est systématiquement un binôme et on essaie de faire en sorte que ce soit une belle équipe, donc plusieurs formateurs avec plusieurs conseillères. On est présent chaque année sur une trentaine de forums et salons. Et depuis un an, on a vraiment multiplié par 2,5 notre présence terrain. Et ça a apporté ses fruits. Et au sein de l'établissement, c'est pareil, puisqu'on organise régulièrement des visites de CFA, idem, une trentaine par an, auprès des troisièmes, des quatrièmes notamment. On organise des mini-stages. C'est de l'ordre d'une cinquantaine de participants par an. Donc les mini-stages, ils viennent chez nous pour tester un métier. Et on les accompagne sur une journée où on organise encore nos après-midi découvertes ou nos JPO. Ça marche. Les JPO, c'est vraiment un moment fort au sein de la vie de notre structure puisque la dernière JPO, on a accueilli 600 visiteurs. Donc 4 fois plus qu'en 2021. C'est en général 300 candidats potentiels et on fait venir les apprentis des années précédentes pour que ce soit eux-mêmes qui présentent le métier aux futurs apprentis potentiels et également les entreprises qui sont présentes dans les différents métiers. Donc, on a cette présence terrain, on utilise aussi les réseaux sociaux, mais ce n'est pas encore très développé. Justement, on est en cours de structuration à ce niveau-là. Et puisqu'on est une équipe, l'équipe du BTP, on organise pas mal aussi d'événements avec nos partenaires, que ce soit la CAPEB, la FFB, la FRTP, et on participe à des actions comme les trophées de telle fédération, la caravane des métiers, les coulisses du BTP, ou encore, par exemple, dernièrement, on a organisé le forum prévention santé et sécurité de la CAPEB 2607. Donc, ça permet de nous faire connaître de cette manière-là. Et en plus de ça, de manière générale, on essaie quand même de communiquer sur tout ce qui est valorisation de nos apprentis. Dernièrement, on a eu des apprentis qui ont reçu les prix de la Légion d'honneur ou alors qui ont participé et ont eu des médailles au WorldSkills. Donc ça, on le met en avant. Et en plus, ça va dans le sens de nos élus puisqu'on assimile l'apprentissage à l'excellence. Donc, on le met en avant. Tout à fait. Alors vous, Monsieur Durand, vous me disiez en préparant la réunion que vous avez justement une apprentie en ce moment qui est dans le BTP CFA que dirige Samantha Rode. Vous, comment est-ce que vous faites pour trouver les jeunes que vous faites venir en apprentissage chez vous? Et puis, qu'est-ce qui les motive, selon vous, ces jeunes, à venir faire un apprentissage dans votre entreprise? On a plusieurs profils. Donc, il y a ceux qui, les parents, envoient chez nous parce qu'on est une entreprise référence dans certains domaines comme l'acoustique, le thermique ou les coupe-feux. Et puis, avec beaucoup de chantiers références. Et puis, on a aussi ceux qui ont l'intention plus tard de s'installer, donc ils viennent chez nous pour être auto-entrepreneurs ou autres. Et puis, on a aussi, j'ai le ressentiment que souvent, certains sont en échec scolaire et qui veulent rentrer dans la vie active assez rapidement. Okay. Voilà. Alors, c'est pour cette raison que nous, on est un peu, comme on a un métier avec, il faut vraiment du physique, parce que manier de la plaque de plâtre qui fait 60 kilos, on ne peut pas, vous voyez, à moins de 18 ans, il est difficile. Donc, on est obligé, on met toujours un parrain, enfin, quelqu'un qui les accompagner pour les former d'une part et d'autre part aussi de faire attention à ce qu'ils ne prennent pas de risques. Oui, c'est important. Donc ça, c'est très délicat. Mais on a, et c'est pour ça qu'avec le CFA, on est en contact de temps en temps et puis on a même une fille actuellement qui a voulu faire plaquiste. Alors je l'ai vraiment voulu la décourager parce que par rapport à ce physique, mais c'est elle qui veut parce que son cousin a été formé chez nous de toutes pièces et qui a eu une belle réussite. Donc, le cousin a dit, va chez Maurice parce que tu vas être formé comme il se doit dans ce métier. Voilà. On voit l'importance du bouche à oreille dans nos métiers. Ouais. Voilà, sinon on a quelques difficultés par rapport à ce travail physique. Voilà. D'accord, oui. Alors, le troisième temps qu'on souhaite aborder, c'est celui du parcours des apprentis, donc pour entrer un peu dans le vif du sujet de l'étude qu'on a mené. On va commencer ce temps par un nouveau quiz, comme on l'a fait tout à l'heure. Alors là, il y a une question, alors on va faire comme tout à l'heure, on va vous poser la question, puis on apportera la réponse dans quelques instants. Là, la question, elle porte sur l'entreprise dans laquelle travaillent les anciens apprentis 2 ans après leur alternance. Est-ce que, selon vous, 2 ans après la fin de leur apprentissage,
quelle est la proportion d'apprentis qui travaillent toujours dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur alternance. C'est-à-dire, voilà, 2 ans après la sortie du contrat, quelle est la proportion des apprentis qui sont toujours dans la même entreprise. Alors, c'est beaucoup en 8, les questions qu'on va vous poser. C'est est-ce que c'est 28%? Est-ce que c'est 38% selon vous? Est-ce que c'est 48% ou 58%? Voilà, donc une bonne réponse parmi ces 4-là, et vous verrez que le résultat est quand même assez surprenant. Donc Guillaume, eh bien, voilà, vous avez mené cette interrogation avec Coda sur la situation des anciens apprentis, donc sortis en 2020, 1 an et 2 ans. Eh bien, je vous laisse dévoiler les résultats. Alors d'abord, à plus 12 mois, où est-ce qu'ils en étaient, nos apprentis? Oui, tout à fait, effectivement. On a fait en fait 2 sondages, hein. C'était le premier à 12 mois, quelle était votre situation, puis après à 24 mois, autrement dit en 2022, quelle était votre situation. Sur les éléments qu'on observe, tout d'abord à 12 mois, on est sur une situation d'égalité. En tous les cas, on a 2 grands types de population. La population qui est en emploi, on est sur à peu près 44% pour les apprentis du bâtiment et 46% pour les apprentis des travaux publics. Mais ce n'est pas la situation la plus fréquente. La situation la plus fréquente, c'est la poursuite d'études qui concerne un peu moins de 50% des apprentis, à peu près 47%, quelle que soit la branche d'activité. Le taux d'insertion est néanmoins de 44%. Chez ces apprentis-là, ceux qui sont en emploi, alors tout d'abord, la raison, enfin le facteur qui explique le plus le fait d'être en emploi ou non, c'est le niveau de diplôme, hein. Plus le diplôme était élevé en termes de niveau, entre guillemets, plus ces apprentis se retrouvent en emploi, et inversement, plus on était sur des apprentis qui suivaient des formations de niveau 3 ou 4, donc infra-bac ou bac, plus on est sur des apprentis qui poursuivent leur formation. Ce qu'on observe également, et c'est quelque chose qui est assez intéressant, quelle que soit la situation de l'apprenti à 12 mois, on est sur 90% de la population qui nous déclare qu'il continue soit à travailler, soit à étudier, ou alors qu'il ne cherche un emploi que dans le secteur du BTP. Donc ça rejoint un peu les constats qu'on posait précédemment sur le profil des apprentis attachés au bâtiment. A priori, on le voit également dans leur poursuite de parcours, dans leurs déclarations, ils sont très nombreux à être restés soit pour étudier, soit pour travailler dans ce secteur-là. Et donc à 24 mois, est-ce qu'on a des résultats qui sont très différents? Comment est-ce que ça a évolué? Alors, à 24 mois, ce qui évolue, la principale différence, c'est bien sûr la diminution des apprentis qui sont toujours en poursuite d'études. La situation la plus courante à 24 mois, c'est le fait d'être en emploi, ce qui représente, enfin, qui concerne à peu près 63% des apprentis, 63% des apprentis du bâtiment et 65% des apprentis des travaux publics. Et on a toujours, néanmoins, à peu près un quart des effectifs qui sont toujours en poursuite d'études. Ce qu'on observe également, c'est qu'on est toujours sur des apprentis qui sont relativement attachés au BTP, ou tout le moins ils continuent soit à y travailler, soit à y étudier, ou alors ils continuent à y rechercher exclusivement un emploi. On est voilà, sur un taux de déperdition entre guillemets de 16%, mais 84% des 1000 apprentis qu'on suivait depuis le début nous déclarent qu'à 24 mois, ils continuaient à travailler dans ce secteur-là, bâtiment et travaux publics. Et par... Guillaume, Oui. de cette étude, c'est qu'à la limite, bon, les taux d'insertion, on les connaissait parce qu'on fait régulièrement quand même des suivis de cohorte, comme on dit, sur le taux d'insertion de nos apprentis. Et le 60, un peu plus de 60% en emploi 2 ans après l'apprentissage. Voilà, c'est dans l'ordre des moyennes qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est vrai que ce taux de maintien en emploi, le taux de rétention, comme on dit parfois, de ces apprentis qui sont en emploi, donc ils restent dans nos branches du bâtiment et des travaux publics, ou en poursuite d'études, et ils font une poursuite d'études dans un secteur proche. Ça, c'est un résultat qui nous a fortement surpris. Et donc, le dernier, c'est celui qu'on va afficher maintenant. C'est en réponse au quiz qu'on vient de faire juste avant. 2 ans après la fin de l'apprentissage, qui est la proportion de ces anciens apprentis qui étaient toujours dans l'entreprise 2 ans après, on est quasiment à 1 sur 2. C'est vrai que ce chiffre est quand même assez notable.
Tout à fait, effectivement, c'était plutôt surprenant. Mais effectivement, parmi les apprentis qui sont en emploi, on est sur 48% qui continuent à travailler dans l'entreprise dans laquelle ils ont réalisé leur apprentissage. C'est effectivement un chiffre qui est très élevé. Alors, a priori, c'est quelque chose qu'on peut par ailleurs observer au niveau national. Il y a des études qui le montrent. On avait par exemple échangé des travaux de la DARES sur un jeune, mais c'est vrai que c'est toujours surprenant. On peut avoir voilà, cette espèce de prénotion d'apprenti qui fuit le secteur et qui, a priori, ne reste pas forcément dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur apprentissage. Les résultats montrent au contraire une situation différente des apprentis qui sont attachés au secteur, qui y restent et qui, par ailleurs, lorsque cela leur est lorsque cela est possible, restent dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur apprentissage. Alors vous, par rapport à ça, Monsieur Durand, j'aimerais avoir votre réaction en tant que chef d'entreprise qui emploie des apprentis. Accueillir un apprenti, c'est un investissement, ça demande du temps, ça demande de lui transmettre des choses. Donc l'intérêt pour l'entreprise, bien souvent, si l'apprentissage s'est bien passé, c'est de garder ce jeune. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous? Qu'est-ce que vous faites pour essayer de les garder dans l'entreprise, de les fidéliser, ces apprentis? Alors nous, l'ensemble du personnel, on a mis un intéressement en place. On donne un intéressement sur résultat en fin d'année. On a du bilan. Et nous, on est en train aussi de préparer un intéressement en coup, par dossier, par chantier, afin de mieux personnaliser et l'intérêt de motivation à chaque équipe de façon à ce que le mérite soit vraiment par rapport à la qualité, à la rentabilité. Parce qu'aujourd'hui, on nous entend, mais on est quand même confronté à une concurrence vraiment sévère. Et parce que l'activité, elle a tendance à baisser. Et donc, on se bat. Et donc, entre la partie main-d'œuvre et la partie vente, vous voyez, le pourcentage de plus en plus, et on arrive presque à une rupture, enfin un déséquilibre. Voilà. Et donc ça, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut à tout prix motiver, le responsabiliser, donc notre personnel. Voilà. Il y a un sujet qui... Vous en pensez, mais oui. Voilà, on est quand même confronté actuellement à des marchés qui sont de plus en plus durs. Alors qu'on a une clientèle très diversifiée. On est vraiment au mieux, quoi. Vous voyez? Mais on a 6 mois d'avance, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, et on a quand même pas mal de prospects en attente pour le futur, mais on ne les a pas comme ça. Vous savez, la concurrence est rude. Vous voyez? Donc, il faut bien que au niveau du personnel, il faut qu'on retrouve de la motivation, responsabiliser les jeunes. Et ça, c'est pas facile. Voilà. Alors, un des éléments aussi de réponse là, dans l'étude, c'est que le taux de poursuite d'études il est important. Donc, à 1 an, c'est quasiment un jeune sur 2 qui est en poursuite d'études, et 2 ans, un quart d'entre eux qui sont en poursuite d'études. Et on voit, c'est ce que nous a dit Guillaume, que c'est dans l'immense majorité des cas, toujours sur des formations, enfin, en très grande majorité, sur des formations en lien avec le BTP. Et donc là, je m'adresse aux 2 directeurs de CFA, je commence par vous, Samantha Rose. Cette logique de parcours, justement, de poursuite d'études, comment est-ce que vous l'organisez dans votre CFA? On a tendance à distinguer 2 logiques de parcours, c'est-à-dire des compétences transversales. On a fait un CAP, on veut faire un CAP connexe, donc on multiplie les compétences, ou alors on a un CAP par exemple et on passe en BP. Actuellement, pour vous donner un ordinaire, on a environ 150 jeunes dans nos effectifs qui étaient chez nous justement dans un diplôme, qui ont validé ce diplôme et qui poursuivent dans un autre cette année. Donc on a 2 principaux axes. Ça va être tout simplement des découvertes métiers au fil de l'année quand ils sont chez nous, et après tout simplement au moment des inscriptions, on va leur demander leurs souhaits et en fonction de leur réponse, on va soit les orienter en fonction de notre offre, notre carte de formation en interne, ou alors on leur explique qu'ils peuvent se tourner vers telle ou telle structure à l'externe. Et vous, Tristan Arnaud, vous disiez que là aussi, dans vos jeunes en CFA, dans la plupart des cas, ils poursuivent vers un autre diplôme à la fin de leur CAP, notamment.
Oui, non, on est aussi dans une logique de continuité de parcours, hein. Donc, pour exemple, nos CAP, nous, 50% à peu près, hein, poursuivre, donc soit sur un autre CAP, comme l'a dit Samantha, connexe, hein, un des autres métiers du travaux public, soit en bac pro. Voilà, donc la moitié des effectifs de CAP poursuivent. En bac, on est plutôt à 10%, puisque le bac est plutôt un diplôme terminal, hein, chez nous, où la majorité des jeunes vont en emploi. 10% vont en BTS. Et à l'issue du BTS, on est plutôt aux alentours de 20% pour poursuite en licence pro. D'accord. Donc voilà, cette notion, en tout cas, de possibilité de parcours et possibilité d'évolution également, est quand même un argument fort lorsque vous adressez aux parents ou aux jeunes qui souhaitent entrer en apprentissage chez vous. Oui, alors c'est l'évidence, hein. De plus en plus, on voit que les parents sont dans la poursuite d'études et sollicitent leurs jeunes pour poursuivre le plus longtemps possible. Après, il y a toujours une histoire de souhait du jeune. Voilà, vous avez des jeunes qui ont envie, à l'issue de CAP, du CAP, d'aller travailler, hein, concrètement de se confronter à la réalité. Et ensuite, il y a une réalité, c'est le potentiel, hein, avec la capacité à suivre la formation de niveau supérieur qui peut inciter certains à franchir le pas et d'autres qui sont un peu plus prudents à attendre un peu, voilà, pour évoluer en termes de niveau de formation. Et alors ensuite, j'avais une question pour vous, à nouveau, Samantha Rose, c'est sur le rôle essentiel que joue le maître d'apprentissage dans la réussite d'un parcours. Alors vous me disiez que vous aviez, j'imagine que c'est la même chose, hein, à CFATP Bretagne, mais que vous aviez des actions spécifiques auprès des maîtres d'apprentissage. Oui, alors on a par exemple une formation maître d'apprentissage. C'est organisé sur 2 jours, 14 heures, où on accueille du coup nos participants à suivre 4 modules. Ça va commencer par le cadre administratif, juridique et réglementaire pour poser vraiment le cadre du contrat d'apprentissage. On poursuit avec le rôle et les missions du maître d'apprentissage, puis la relation entre les 3 acteurs, et puis enfin tout ce qui est suivi et évaluation des apprentis. Donc ça, on propose 2 sessions par an. On a une dizaine de participants à chaque session à peu près. Monsieur Durand, vous me disiez que, évidemment, vous aviez aussi cette organisation-là. Alors, vous employez le terme de parrain, donc voilà, c'est la personne qui est là pour servir de tuteur, d'accompagnant de l'apprenti dans l'entreprise. C'est un rôle très important, j'imagine. Bien sûr que c'est essentiel. C'est essentiel pour qu'ils puissent persévérer dans la réalité, puisque nous, on fait quand même des chantiers beaucoup plus spécifiques, vous voyez. On fait des cloisons de 15 mètres de haut, on fait des portiques, on fait des coupe-feux, on peut vraiment bien nous chercher pour faire du spécifique. Donc, ça nécessite des gens qui s'impliquent dans la technique. Et je leur explique comment, pourquoi, ainsi de suite. C'est pas vulgairement poser une huisserie, mettre une plaque de plâtre. Non, c'est pas que ça le métier. C'est aussi pourquoi on fait ça. C'est pour amener un plus, ainsi de suite. Donc, pour que le client soit satisfait. Vous voyez? Et ça, c'est pas évident. Et c'est pour ça qu'on parraine, ainsi de suite. Et après, il faudrait qu'il puisse évoluer. Comme disait Mme Rose, donc dans faire faire un bac pro, ainsi de suite, pour dans la. Vous voyez, il faut qu'ils aient des projets. S'il n'a pas de projet, ça risque de ne pas le motiver. Bien sûr, oui. Bon, je ne sais pas, c'est suivant la personne aussi. Hein. Bien sûr, c'est oui. la motivation des gens. Voilà. Et alors, ce rôle du maître d'apprentissage, du parrain, comme vous l'appelez, hein, Monsieur Durand, on dit souvent que c'est aussi un facteur pour essayer de limiter le risque de rupture de ces contrats en apprentissage. Donc, le sujet des ruptures, un sujet récurrent quand on parle de l'alternance. Monsieur Arnaud, vous, est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus sur ce sujet des ruptures et sur ce que vous mettez en place à votre niveau auprès des entreprises et de vos alternants pour essayer de le diminuer au maximum? Oui, alors déjà sur la sélection des candidats, hein, la difficulté déjà pour un jeune, c'est trouver une entreprise d'accueil. Donc il y a déjà ce premier filtre. Ensuite, on reçoit les jeunes en journée de positionnement, voilà, ce qui nous permet aussi d'aller un peu plus loin dans la motivation et de s'assurer, avant d'accepter un jeune, qu'il ait vraiment envie de faire un métier des travaux publics et d'intégrer une formation en apprentissage. Après, je reviendrai sur ce qu'a dit M. Durand. Le rôle du tuteur est essentiel pour la motivation du jeune. Donc nous, on organise à chaque rentrée une réunion des tuteurs
par formation, le but étant d'échanger entre les tuteurs et les formateurs de la formation pour apprendre à se connaître. Voilà, leur donner les tenants et les aboutissants de la formation, le système d'évaluation. Donc, on crée vraiment un lien entre les tuteurs et nos formateurs. Ensuite, on fait aussi une réunion pour les familles, voilà, pour expliquer aux familles comment va se dérouler la formation, comment les jeunes sont évalués, là aussi pour créer un lien. Et ensuite, on a toutes les visites en entreprise, puisque tous les formateurs se déplacent régulièrement visiter les jeunes. Voilà. Important, c'est de créer le lien, surtout, et garder ce lien au fur et à mesure de la formation pour dès qu'il y a un incident ou une baisse de motivation, voilà, il y ait un entretien avec le jeune, avec le tuteur, avec éventuellement le patron de l'entreprise et le CFA pour retrouver une solution, pour faire en sorte que le jeune n'abandonne pas. Voilà, donc nous, on a un taux d'abandon qui est extrêmement faible, en dessous des 3%, mais parce que justement, on met tout ça en place, et aussi bien l'entreprise qui accueille le jeune et qui va s'en occuper, le tuteur est investi, comme l'a dit Samantha, on fait aussi des formations tuteurs, voilà, mais l'implication du tuteur et de l'entreprise, elle est aussi importante que celle du CFA et éventuellement de la famille qui accompagne le jeune. Bien sûr. Alors, le dernier point de l'enquête, Guillaume, vous avez interrogé aussi les anciens apprentis en emploi au moment de l'enquête, sur la manière dont ils ont trouvé leur emploi. Donc là, ça permet de voir comment ça se passe, l'entrée en entreprise, et qu'est-ce qui ressort majoritairement. Oui, tout à fait, effectivement. Alors là, c'est ce qu'on vous projette à l'écran, c'est les résultats des réponses pour la situation à 1 mois, enfin à 1 an. Et donc, ce qu'on observe, ça rejoint un peu ce qu'on s'était dit, mais c'est la place déjà de la proposition d'entreprise en apprentissage, qui est la principale ressource pour trouver un emploi. On y revient, mais effectivement, on a quand même une cohorte assez importante qui reste dans l'entreprise dans laquelle elle a réalisé son apprentissage. Ce qu'on observe également, alors c'est la place des recherches personnelles, ce qui est assez classique dans l'étude des ressources d'orientation. Ce qu'on peut souligner surtout, c'est la place de l'entourage familial, où on est à peu près à 9% des apprentis qui ont trouvé cet emploi par le biais de cette ressource-là, et aussi l'entourage amical, qui est à 8% et qui est notamment prononcé côté bâtiment, avec 9% des apprentis qui ont trouvé leur emploi par ce biais. En tous les cas, c'est ce qu'il nous indique. Voilà, donc on y revient, mais à nouveau, des sujets de réseau amicaux et familiaux qui sont quand même assez important. Alors moins bien sûr que la proposition d'entreprise d'apprentissage et les recherches en autonomie, mais qui reste quand même relativement développé. Et également le sujet des réseaux professionnels, expérience passée, etc., qui est aussi autour de 9% des répondants qui indiquent avoir utilisé cette ressource-là pour trouver leur emploi. Ça fait écho à une étude que l'Observatoire a fait il y a 2 ans sur les pratiques de recrutement dans le BTP. On voyait l'importance très forte du bouche à oreille, du réseau de connaissances, que ça soit familial, géographique ou la connaissance via d'autres collègues, des fournisseurs, etc. Le recrutement se passe, c'est vrai, fortement de cette manière-là. Et la dernière question, du coup, c'est votre dernière diapo, c'est que vous avez aussi identifié, Guillaume, au travers de l'étude, le profil de ceux qui sont le plus susceptibles de quitter le BTP après une alternance, après un apprentissage dans le BTP. Est-ce que vous pouvez du coup nous décrire ce profil ? Oui, tout à fait. Alors, sur les quelques minutes qui nous restent, à 2 ans, pour se le rappeler, on est à peu près à 84% d'apprentis qui restent dans le secteur, ce qui veut dire, à l'inverse, qu'on est à peu près sur 16% des apprentis qui ont quitté le BTP. Sur le profil de ces apprentis qui partent, on est sur une surreprésentation des femmes, qui sont 21% des apprentis qui ont quitté le bâtiment, qui sont des femmes. Et a priori, en termes de niveau de diplôme visé, ce qu'on observe, c'est que ce sont principalement les apprentis qui, en 2020, ont obtenu une formation de niveau supérieur au niveau bac qui sont partis davantage que les apprentis qui étaient, eux, sur des formations de niveau bac ou infra-bac. Par une réponse ouverte, enfin par une question avec des réponses ouvertes, on a réussi à collecter les secteurs vers lesquels s'orientent les apprentis. On est principalement vers des secteurs industriels qui sont cités, notamment la métallurgie, la production énergétique, le transport logistique, le commerce et également dans une moindre mesure l'hôtellerie-restauration.
Donc voilà, encore un peu de travail pour notamment retenir les femmes apprenties. Alors c'est une moyenne, hein, ça ne veut pas dire qu'évidemment toutes les femmes apprenties quittent le secteur. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre. J'aurais souhaité évidemment continuer la discussion plus longuement avec vous, mais il va être 16 heures et on va entamer du coup la dernière séquence de cette journée. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir contribué, c'était vraiment très intéressant. Et pour tous les participants, sachez que le webinaire sera en replay sur le site de l'Observatoire dans quelques jours. Et puis l'étude avec ses résultats complet sera publié sur le site de l'Observatoire au mois de janvier. On communiquera très largement sur la publication de ces travaux. Merci beaucoup à tous les quatre et bonne fin de journée. Et merci à tous pour votre participation. Merci à vous. Merci. Au revoir. À bientôt.